laisser comme ça, avec ton enfant dans le ventre. Tu m'as promis qu'on construirait une vie ensemble. Je n'ai rien voulu de ça. C'est une erreur. Imaginez que vous tombiez enceinte de l'homme que vous aimez. Imaginez que cet homme, obsédé par son image et sa montée sociale rapide, vous abandonne publiquement, niant tout lien avec l'enfant à naître devant une foule de témoins. L'histoire que vous allez entendre va vous bouleverser. Salimata fixait Kader droit dans les yeux, sa voix tremblant à peine malgré la rage qui montait en elle. « Tu vas vraiment me laisser comme ça, avec ton enfant dans le ventre ? Tu m'as promis qu'on construirait une vie ensemble. » Kader détourna le regard, les bras croisés, entouré de ses nouveaux amis dans le petit café bondé du quartier Bonaberry à Douala. « Écoute Salimata, ce n'est pas le moment. Ma carrière d'école enfin, et un bébé, ça ruinerait tout. Je ne suis pas prêt, et toi non plus. » Elle insista, la main posée sur son ventre arrondi de 6 mois. « Pas prêt ? C'est notre enfant, Kader. Tu l'as voulu autant que moi ces nuits où tu parlais d'avenir. » Il secoua la tête, sa voix plus froide, presque mécanique. « Je n'ai rien voulu de ça. C'est une erreur. Pars maintenant, avant que ça devienne embarrassant pour tout le monde ici. » Les murmures autour d'eux s'intensifièrent, et Salimata sentit les regards peser sur elle, comme un jugement collectif prononcé sans appel. Salimata avait 23 ans quand elle rencontra Kader dans les rues animées de Bonaberry. Elle travaillait comme vendeuse ambulante, portant sur sa tête un plateau chargé de mangues mûres, de bananes plantains et de beignets chauds qu'elle préparait elle-même avant l'aube. Son sourire chaleureux et sa patience attiraient les clients réguliers. Et sa détermination à aider sa mère veuve à payer le loyer faisait d'elle une figure discrètement admirée dans le quartier. Kader, 28 ans, réparait des motos dans un garage en tôle ondulé au bord de la route principale. Il avait des mains habiles et une ambition qui brûlait plus fort que le soleil de midi. Il rêvait d'ouvrir son propre atelier moderne, d'attirer les clients aisés du centre-ville, de quitter la poussière rouge qui collait aux vêtements et aux rêves. Ils se croisèrent un après-midi pluvieux quand Kader acheta une mangue chez elle pour engager la conversation. Les mots s'enchaînèrent naturellement et bientôt ils passèrent leur soirée sur un banc près du petit pont, partageant des rêves d'une maison en parpaing, d'enfants scolarisés et d'une vie sans dette. Salimata voyait en lui un partenaire solide, quelqu'un qui comprenait les luttes quotidiennes des femmes du quartier. Kader appréciait sa simplicité et son soutien inconditionnel, mais au fond de lui, il la considérait aussi comme un frein potentiel à son ascension. Leur relation s'intensifia sans cérémonie officielle. Comme beaucoup au Cameroun, ils parlaient d'avenir commun, Kader promettant de l'aider à développer son commerce une fois qu'il aurait plus d'argent. Salimata y croyait sincèrement, investissant son temps, son affection et même une partie de ses maigres économies pour l'encourager. Mais les signes de changement apparurent progressivement. Kader commença à fréquenter des amis plus aisés, des mécaniciens qui travaillaient pour des expatriés ou des commerçants importateurs. Il rentrait plus tard, prétextant des réparations urgentes, puis vint la découverte qui bouleversa tout. Un matin, après des nausées persistantes, Salimata acheta un test de grossesse au petit pharmacien du quartier. Le résultat positif la remplit d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle annonça la nouvelle à Kader le soir même, espérant voir son visage s'illuminer comme dans ses rêves. Au lieu de cela, il pâlit, ses yeux fuyant les siens. Un enfant maintenant ? Salimata, ce n'est vraiment pas le bon moment. Je viens de signer un contrat pour réparer les motos d'une entreprise de transport. Si je m'engage là-dedans, tout peut s'effondrer. Elle tenta de le rassurer, expliquant qu'ils pouvaient de gérer ensemble, que beaucoup de couples au quartier y arrivaient. Mais ces mots sonnaient creux face à l'anxiété visible de Kader. Les semaines suivantes, il devint distant. Il évitait les rencontres en public avec elle, changeait de sujet dès qu'elle parlait du bébé et prétextait des horaires impossibles. Salimata, le ventre qui s'arrondissait visiblement, sentait les regards des voisins se poser sur elle avec curiosité d'abord, puis avec une pitié mêlée de jugement. Dans un pays où la famille est tendue, est censée protéger, mais où les ragots circulent plus vite que les taxis, une grossesse sans père, assumée publiquement, devenait un fardeau social lourd. Elle le confronta plusieurs fois en privé, dans leur petite chambre louée. « Kader, tu ne peux pas m'ignorer comme ça. L'enfant arrive dans 3 mois. » Il répondait toujours la même chose. « Attendons que les choses se stabilisent financièrement. » Mais il ne précisait jamais quand ni comment. Ce qu'il ignorait encore, c'était à quel point cette esquive systématique allait transformer Salimata en une femme d'une force qu'il n'avait jamais imaginée. La rupture publique arriva lors d'une fête de quartier organisée pour célébrer la fête nationale. Kader y apparut entouré de ses nouveaux amis, riant fort autour de bouteilles de bière Skol. Salimata, poussé par le désespoir et la nécessité de clarifier les choses avant la naissance, s'approcha du groupe. « Kader, on doit parler maintenant. De l'enfant. Tu ne peux pas continuer à faire comme si rien n'existait. » Il serait dit instantanément, jetant un regard nerveux à ses compagnons. « Salimata, arrête, ce n'est ni le lieu, ni le moment. » Mais elle insista, sa voix portant malgré elle dans le brouhaha. Les conversations autour s'arrêtèrent net. Kader explosa, haussant le ton pour couvrir sa gêne. « Cet enfant ?
Je n'ai rien à voir avec ça. Tu inventes des histoires pour me retenir ici. Ma vie commence enfin à décoller et je ne vais pas la laisser détruire par tes accusations. » Les mots claquèrent comme un fouet. Salimata recula d'un pas, les larmes montant aux yeux, tandis que des rires étouffés et des murmures reprenaient autour d'eux. Personne n'intervint. Dans ce quartier, les drames privés restaient privés, même quand ils se jouaient en public. Kader tourna les talons et s'éloigna avec ses amis, laissant Salimata seule au milieu de la foule indifférente. Cette humiliation publique scella son isolement. Les jours suivants, Kader disparut des radars, il changea de numéro de téléphone, évita le garage habituel et déménagea dans un quartier plus éloigné sans prévenir. Salimata tenta de le retrouver, allant jusqu'à questionner ses anciens collègues, mais ils haussèrent les épaules. « Il a trouvé mieux, ma sœur, oublie-le. » Seule, avec son ventre lourd, elle affronta les derniers mois de grossesse sous les regards accusateurs et les conseils non sollicités. Sa mère, qui vivait dans une maison modeste à Newbell, lui offrit un abri temporaire mais répétait souvent « Tu aurais dû le forcer à assumer avant qu'il parte. » Salimata hochait la tête poliment mais intérieurement, elle refusait de mendier. Elle préférait la dignité, même si cela signifiait accoucher dans une clinique publique bondée, assistée seulement par une sage-femme débordée et sa sœur aînée venue en urgence. Le bébé, un garçon vigoureux qu'elle nomma Yanis, cria dès ses premières secondes, comme pour défier le monde qu'il avait déjà rejeté. Salimata le serra contre elle, jurant en silence de lui offrir tout ce qu'elle pouvait, malgré l'absence totale de soutien financier de Kader. Les premières semaines furent un cauchemar. Sans revenu stable, elle dut reprendre son plateau de fruits dès que possible, confiant Yanis à une voisine contre quelques pièces par jour. Les nuits étant courtes, entre les pleurs du bébé et les douleurs post-accouchement. Les voisins murmuraient encore, certains doutant même de sa version des faits. Mais Salimata se leva chaque matin, attachant Yanis sur son dos avec un pagne solide et arpenta les rues de Bonaberry pour vendre. Cette décision de ne pas abandonner, de ne pas céder à la facilité de la rancune ouverte, allait définir le reste de sa vie. Kader, de son côté, avait refait surface dans un quartier plus cossu d'Aqua, travaillant pour un patron influent et fréquentant une femme issue d'une famille aisée. Il affichait déjà les signes d'une réussite superficielle. Une moto neuve, des vêtements de marque, mais cette fuite n'effaçait pas la vérité qu'il avait niée publiquement. Personne ne pouvait prévoir à ce moment comment cette trahison initiale planterait les graines d'une résilience farouche que Kader avait continué à nier toute paternité même après la naissance. Seule avec son fils nourrisson, elle affronta une première crise médicale quand Yanis contracta une fièvre paludéenne sévère. Sans argent pour les antipaludéens chers, elle vendit ses quelques bijoux hérités de sa grand-mère pour payer le traitement. Dormant à peine, elle continua à vendre chaque franc CFA comptant double. Cette période marqua la fin définitive de l'innocence et des illusions. Désormais, chaque jour serait une bataille pour survivre, mais aussi une preuve silencieuse que l'abandon ne la briserait pas. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était comment ces sacrifices quotidiens transformeraient peu à peu son fils en un homme d'une intégrité rare, capable de rendre une justice subtile des années plus tard. Cette fierté farouche la maintenait debout, même quand son corps criait grâce. Pourtant, Salimata agissait sans relâche pour inverser la tendance. Elle diversifia son commerce petit à petit. Aux fruits et beignets, elle ajouta des jus de bissap frais préparés la veille au soir, puis des arachides grillés et des beignets fourrés qu'elle vendait aux ouvriers du port. Elle négocia avec un grossiste au marché, Mbopi, pour obtenir des fruits à prix réduit en échange de paiements hebdomadaires. Ces petits arrangements lui permirent d'économiser ses premières pièces qu'elle cachait dans une boîte en fer rouillé sous une latte du plancher. À 3 ans, Yanis montrait déjà une intelligence vive et une curiosité insatiable. Elle économisa sou par sou pour l'inscrire dans une école, marchant 40 minutes chaque matin pour l'y déposer avant de courir vendre. Yanis excellait rapidement, rapportant des dessins et des notes qui faisaient briller les yeux de sa mère. Une crise majeure frappa quand des voleurs saccagèrent son stand une nuit pluvieuse. Ils emportèrent tout son stock de la semaine, la laissant sans un rond. Dévastée, elle pleura en silence dans la cour, Yanis dormant contre elle. Le lendemain, elle emprunta à une amie du quartier, Amina, une somme modeste avec intérêts élevés et recommença de zéro. Salimata rejoignit un tontine communautaire tenu par des femmes entrepreneurs du quartier. Chaque semaine, elle versait une petite somme, et quand son tour arriva, elle reçut assez pour acheter un réfrigérateur, d'occasion qui conservait ses jus frais plus longtemps. Cela doubla presque ses ventes, lui permettant enfin de louer une chambre indépendante minuscule mais à elle seule. Elle évitait soigneusement de parler de Kader devant lui, mais quand Yanis posait des questions innocentes sur son père, elle répondait simplement « Il a choisi une autre route, mais toi et moi, on en construit une meilleure ». Cette honnêteté sans amertume protégeait l'enfant tout en le préparant à la réalité.
Elle étendit son commerce vers les cosmétiques naturels. Huile de karité mélangées à des herbes locales, savons artisanaux qu'elle fabriquait, elle-même avec l'aide d'Amina. Ces produits attiraient une clientèle féminine régulière, augmentant ses revenus de façon stable. À 7 ans, Yanis entra à l'école primaire publique, où il se distingua immédiatement par ses notes exceptionnelles. Tandis que Yanis grandissait avec une détermination qui promettait de transformer leur histoire. À 23 ans, il présidait désormais une start-up en pleine expansion spécialisée dans les solutions agricoles numériques, une application mobile qui permettait aux petits agriculteurs du Cameroun de prévoir les pluies, d'accéder à des crédits rapides et de vendre directement leurs récoltes aux grossistes sans intermédiaire coûteux. Ce jour-là, il signa un partenariat majeur avec le ministère de l'Agriculture et plusieurs investisseurs étrangers, un contrat qui injecterait des millions de francs CFA dans son entreprise et créerait des emplois dans les régions rurales. Les applaudissements retentirent, les flashs des journalistes crépitèrent, et Yanis remercia calmement l'Assemblée, mentionnant brièvement sa mère comme la source de sa détermination. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, dans une petite chambre louée à Newbel, à Douala, Kader fixait le plafond craquelé, comptant les derniers billets froissés qui lui restaient pour la semaine. Sa chute avait été brutale et inexorable. Après des années d'apparence de succès, un atelier de réparation élargi, une moto neuve, un mariage avec une femme issue d'une famille aisée d'Aqua, tout s'était effondré comme un château de cartes sous la pluie. Des investissements hasardeux dans des importations de pièces détachées chinoises l'avaient endetté jusqu'au cou quand les conteneurs arrivèrent défectueux. Ses partenaires l'abandonnèrent, ses créanciers saisirent l'atelier et sa femme partit sans un regard en arrière, emportant les économies communes. Désormais, Kader survivait en vendant des cigarettes à l'unité au bord des routes, dormant parfois chez des connaissances par charité, évitant les quartiers où on le connaissait autrefois. Cette inversion totale des fortunes n'était pas un accident cosmique. Elle découlait directement des choix qu'il avait faits des années plus tôt, quand il avait préféré l'image à la responsabilité. Yanis avait gravi les échelons avec une méthode implacable héritée de sa mère. Diplômé avec mention, il lança son application. Avec un capital initial réuni, son succès fut rapide mais discret. Il refusait les interviews tape à l'œil, préférant investir dans l'impact concret. Il offrit à Salimata une maison modeste mais solide dans un quartier calme de Douala, avec un petit jardin où elle cultivait des légumes pour compléter ses revenus. Elle gérait désormais 3 petits magasins de produits cosmétiques et alimentaires naturels, employant des jeunes femmes du quartier. Le respect qu'elle recevait désormais contrastait violemment avec les murmures d'il y a 10 ans. Les voisins l'appelaient « Maman Salimata » et les enfants du quartier venaient lui demander conseil. Kader apprit l'existence de Yanis par un article dans un journal gratuit abandonné sur un banc public. Le titre parlait d'un jeune entrepreneur camerounais qui révolutionne l'agriculture rurale avec une photo où Yanis posait aux côtés de ministres. Le nom de famille, associé à celui de Salimata, mentionné comme mère, le frappa comme un coup de poignard. Il passa des jours à vérifier, posant des questions discrètes à d'anciens voisins, fouillant sur des cybercafés publics. La vérité le submergea. L'enfant qu'il avait nié publiquement, qu'il avait qualifié d'erreur et de piège, était devenu un homme influent, respecté dans tout le pays, avec une fortune bâtie sur la persévérance et non sur l'apparence. Pour la première fois depuis des années, le regret le rongea vraiment. Il voulait réparer non par amour soudain, mais par un vide insupportable, et par l'espoir que ce fils puissant pourrait le sortir de sa misère. Ce qu'il ignorait encore, c'était la réponse froide et mesurée que Yanis lui réserverait. Kader contacta Salimata via une intermédiaire de quartier, suppliant une rencontre avec son fils. Salimata accepta après une longue réflexion, non pour pardonner, mais pour permettre à Yanis de clore ce chapitre à sa manière. Ils se retrouvèrent dans un café discret près du port de Douala, un lieu neutre avec des tables en plastique et des ventilateurs qui tournaient lentement. Kader arriva le premier, vieilli prématurément, les épaules voûtées, vêtu d'une chemise usée. Yanis entra calmement, s'assit en face sans sourire ni hostilité visible. Kader commença d'une voix tremblante. « Yanis, je sais que j'ai tout gâché. J'étais jeune, ambitieux, stupide. Mais je veux assumer maintenant. Te reconnaître officiellement, t'aider, être là. » Yanis l'observa longuement, sans interruption. Puis il répondit d'une voix posée. « Assumer ? Après 23 ans de silence ? Après avoir nié mon existence devant tout un quartier ?» Kader baissa les yeux. « Je regrette chaque jour. Donne-moi une chance. » Yanis secoua la tête doucement. « Je n'ai pas besoin de ton nom sur mes papiers, ni d'excuses publiques qui ne changeraient rien. Je ne porterai jamais ton nom et nous ne serons jamais une famille aux yeux des autres. Mais je vais t'aider, anonymement. Tu recevras des opportunités, un emploi stable, peut-être un petit capital pour redémarrer, mais tu ne sauras jamais avec certitude si cela vient de moi ou du hasard. Et après aujourd'hui, nous ne nous reverrons plus. » Kader protesta faiblement.
les larmes aux yeux. « Laisse-moi au moins te montrer que je peux changer. » Yanis se leva, posa une main neutre sur la table. Les changements arrivent de trop tard pour effacer les conséquences. Vis avec ça. Il partit sans se retourner. Cette condition inattendue laissa Kader dans un doute perpétuel, plus cruel que n'importe quelle vengeance directe. Quelques semaines plus tard, il reçut un appel pour un poste de mécanicien dans un garage modeste mais régulier, avec un salaire fixe. Puis, un prêt anonyme arriva via une microfinance locale pour acheter des outils. Chaque fois, il se demanda si c'était son fils, mais personne ne confirma jamais. Le doute le hantait plus que la pauvreté elle-même. Salimata observa tout de loin sans intervenir. Elle avait élevé Yanis dans la vérité brute mais sans haine excessive, lui apprenant que la vraie force réside dans la dignité qui ne demande pas de scène publique. Elle vivait désormais apaisée. Des matinées à gérer ses magasins, des après-midi passés avec des amis. Elle voyagea même une fois dans l'ouest camerounais, dans les montagnes de Tchang, pour respirer un air pur qu'elle n'avait jamais connu. Yanis poursuivit sa route avec la même discrétion. Il lança un fonds pour les mères célibataires entrepreneurs, finança des bourses pour des enfants de quartiers populaires et investit dans des projets communautaires sans jamais se vanter. Lors d'une cérémonie locale à Douala, où on honora des femmes battantes, Salimata reçut un prix discret pour son parcours. Elle monta sur scène simplement, remercia sa famille et son fils, et descendit sans discours long. Kader, de son côté, survécut modestement. Il travailla au garage, gagna assez pour manger et payer son loyer, mais sans gloire, sans reconnaissance, sans héritage symbolique à transmettre. Il lisait parfois des articles sur Yanis, comprenant trop tard que la paternité ne commence pas quand l'enfant réussit, mais quand il a besoin de toi, dans les nuits de fièvre et les jours de faim. La fin arriva calmement, sans cri ni triomphe bruyant. Une soirée ordinaire, Salimata et Yanis partagèrent un repas simple dans le jardin de la maison. D'une dolée, du plantain frit, des rires sur les souvenirs d'enfance. Yanis posa sa main sur celle de sa mère. « Tout ce que j'ai construit, c'est grâce à toi. » Elle sourit doucement. « Et moi, j'ai construit grâce à toi. » Dehors, la nuit tombait sur Douala, les klaxons lointains, les lumières des marchés. Personne n'avait crié victoire. Chacun avait reçu exactement ce que ses choix avaient semé. Salimata une paix méritée, Yanis une dignité intacte, Kader un regret silencieux qui l'accompagnerait jusqu'à la fin. Cette justice subtile, sans vengeance spectaculaire, marquait la conclusion d'une histoire où l'injustice initiale avait été réparée non par la force, mais par les conséquences naturelles et implacables des actes posés des années plus tôt.